Pologne, Lech Walesa refuse de se rendre à une convocation du parquet de Gdansk à la veille des manifestations commémoratives des émeutes de 70. Les relations franco-algériennes à la veille de la visite à Paris du président Chadli, le contentieux s'alourdit. Conseil des ministres, des mesures en faveur de la petite enfance. Les skieuses françaises à l'honneur, elles prennent les 2 premières places en descente de Coupe du Monde. Madame, Monsieur, bonsoir. En Pologne, le régime engage à nouveau le fer avec Lech Walesa. Alors que la suspension de l'état de siège prévue pour le 31 décembre n'enlève aux autorités aucun des moyens d'exception dont elles disposent en fait pour imposer leurs lois, le parquet de Gdansk, la ville où réside Lech Walesa, a convoqué aujourd'hui l'ancien président de Solidarité pour l'interroger sur les finances de l'ex-syndicat de la région. La Cour des comptes polonaise aurait relevé des irrégularités dont Walesa serait responsable. Walesa a refusé de se plier à la convocation et s'apprête demain à prononcer une allocution publique à Gdansk à l'occasion de la manifestation du souvenir qui doit commémorer les émeutes de décembre 70 dans les ports de la Baltique. Maurice Werther. À droite sur votre écran, voilà où se situe ce monument qui commémore les événements de 1970. 45 morts, plus de 1000 blessés, émeutes qui ont entraîné la chute du premier secrétaire du Parti communiste polonais de l'époque, Gomulka, remplacé par Gierek, aujourd'hui lui-même exclu du parti. En convoquant Walesa au tribunal, les autorités polonaises voulaient évidemment l'empêcher de participer aux manifestations de demain, où le dirigeant de Solidarité avait l'intention, dit-on, de prononcer un discours. Aujourd'hui, on se demande si le gouvernement ne va pas l'arrêter. Le peut-il au milieu des ouvriers des chantiers navals qui restent fidèles à Solidarité, sans courir le risque de provoquer une émeute et même des événements sanglants. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation officielle patronnée par l'État polonais pour commémorer 70. Il y avait 50 personnes en tout, dont 4 ouvriers des chantiers navals. Le tout n'a pas duré 5 minutes, le temps de traiter de démagogues les militants de Solidarité. Les forces de l'ordre, aujourd'hui, surveillent étroitement toute la ville de Gdansk. Il y a même un policier dans l'escalier de l'immeuble où habite Walesa, sans compter les voitures de surveillance qui surveillent toutes les rues du voisinage. Les organisations clandestines de solidarité, du genre de celles que vous voyez en ce moment sur votre écran, ont maintenu et confirmé leur convocation à une grande manifestation demain à 15 h au pied du monument, une manifestation que les militants de Solidarité veulent calme et sans haine. Au cours de son audience générale hebdomadaire aujourd'hui, le pape Jean-Paul II a fait sienne une récente déclaration des évêques polonais qui réaffirmaient leur appui aux syndicats indépendants. Par là même, Jean-Paul II affirme donc souhaiter implicitement la reconstitution officielle du syndicat Solidarité. Il n'a fait par ailleurs aucune mention de la suspension de l'état de siège en Pologne. Mais plus encore que la Pologne, les implications de l'enquête sur l'attentat manqué contre le pape continuent d'agiter les chancelleries et l'opinion publique. En effet, si l'on en croit une chaîne de télévision américaine, Jean-Paul II aurait confié lundi dernier au secrétaire d'État américain George Shultz qu'il pensait bien que les services secrets soviétiques, le KGB, étaient derrière l'attentat qui a failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, le Saint-Siège se refuse à tout commentaire et ce soir, l'entourage de M. Schultz, qui est à Madrid, dément l'information. De Rome, Victor Vraman. Le père Panciroli, qui est l'attaché de presse du Vatican, a dit ce matin qu'il n'y avait absolument rien à ajouter au communiqué officiel qui a suivi l'audience privée accordée par Jean-Paul II au secrétaire d'État américain. Effectivement, il était difficile d'imaginer que le Vatican allait confirmer des commentaires éventuels de Jean-Paul II sur le rôle du KGB dans l'attentat du 13 mai 1981. Maintenant, que Jean-Paul II ait parlé ou non du KGB, c'est peut-être quelque chose de secondaire. Ce qui est important, c'est qu'au lendemain même de l'attentat de la place Saint-Pierre, on était sûr, persuadé au Vatican qu'il y avait un rapport direct avec le fait que Jean-Paul II soit polonais et bien entendu avec la situation en Pologne. Quelques jours après l'attentat, un responsable du journal du Vatican, l'Osservatore Romano, m'avait dit « On n'a pas de preuves évidemment, mais on est sûr de la responsabilité du KGB. Disons que la découverte de la filière bulgare par la justice italienne confirme tout simplement les soupçons du Vatican et du pape Jean-Paul II. »
Tandis que les services de sécurité italiens et les ministres concernés se réunissaient ce matin pour faire le point de l'enquête sur la filière bulgare, les autorités de Sofia continuent bien sûr de nier toute version des faits impliquant leurs services secrets. C'est ce qu'a réaffirmé à Gérardmer le vice-président du Conseil d'État de la Bulgarie, l'un des tout premiers personnages du pays, qui est venu à Paris pour recevoir le prix spécial de l'Académie française pour la poésie étrangère, car il est aussi poète. Écoutons-le. Който иска да вярва на американския общественик. Аз не знам кой е този американски общественик. Je ne sais pas quelle est la personne américaine qui a parlé. Ceux qui veulent le croire sont libres de le croire. Пък и право да ви кажа, не съм свикнал от Америка, от американски общественици да слушам истини. Et je n'ai pas l'habitude d'apprendre des vérités de la bouche des Américains, surtout de certains Américains. Защо ще слушам от Америка какво мисли папа Йоан Павел II, когато самия папа би могъл да каже? À quoi bon écouter ce monsieur quand, si le pape a quelque chose à dire, il pourrait parfaitement le dire devant le monde entier. Всичко това е много добре скроена провокация. À mon opinion, c'est une provocation bien organisée et très bien pensée. България... Une révélation de Paris Match. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, aurait prévenu l'archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger, qu'à la suite de certains de ses discours sur les affaires polonaises, Monseigneur Lustiger aurait fait l'objet de menaces sur sa personne. Il a donc joui d'une protection policière pendant plusieurs jours. Au Liban, nouvel attentat aujourd'hui. L'explosion d'une voiture piégée a fait 3 morts et 3 blessés dans un établissement touristique au nord de Beyrouth. À Tripoli, un cessez-le-feu a été proclamé par le vice-premier ministre syrien dans l'espoir de mettre fin aux violents affrontements qui ont eu lieu toute la semaine dernière entre opposants et partisans de la présence syrienne. Devant la recrudescence des attentats anti-américains en Allemagne fédérale, un soldat américain a encore été blessé hier. Le Premier ministre britannique a confirmé aujourd'hui que le commandement des forces américaines en Europe pourrait établir un quartier général de secours en Grande-Bretagne, alors que jusqu'ici, il est centralisé en Allemagne. Pour la première visite officielle effectuée en Europe par un chef d'État algérien en 20 ans, le président Chadli Benjedid a choisi Bruxelles, capitale de l'Europe et aussi d'un pays avec lequel l'Algérie resserre ses relations bilatérales. Bruxelles donc, et non pas Paris, où le président algérien ne fera escale que pendant quelques heures vendredi, une escale de travail, précise-t-on, qui lui permettra de rencontrer le président Mitterrand. Autant de signes qui prouvent que les relations franco-algériennes sont loin d'être au beau fixe, quel que soit le contexte passionnel qui est le leur depuis l'indépendance de l'Algérie. Le contentieux actuel est essentiellement de 2 ordres. Économique d'abord, les Algériens jugent l'attitude française trop mercantile, mais le dossier le plus sérieux est lié à l'importance de la communauté algérienne en France et au récent décret qui doit en limiter l'accroissement. Georges Bortoli. Les Algériens en France. Problème délicat et toujours un peu conflictuel entre Paris et Alger. Dernier épisode, les mesures prises aux frontières pour vérifier que les voyageurs algériens qui viennent en France, en principe en simples touristes, ne vont pas en réalité venir ici, venir se joindre à tous les candidats au travail sur nos chantiers. Ces mesures de contrôle aux frontières, qui vont souvent jusqu'au refoulement, sont mal accueillies à Alger. L'ambassadeur d'Algérie en France le disait aujourd'hui dans Antenne de Midi. Mais le problème réel qui se pose entre nous et qui est la pomme de discorde actuellement, c'est le refoulement aux frontières. C'est-à-dire c'est avant l'arrivée en France. Et là, il y a eu, si vous voulez, on a mis fin unilatéralement à un accord bilatéral qui existe entre la France et l'Algérie. C'est l'accord de 27 décembre 1968. Et qui prévoit pour les personnes entrant en France et qui ne sont pas candidats à un travail, une libre circulation sans aucune formalité. Depuis mai 82 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 16 000 refoulés. Et ça, c'est un problème très grave parce que, et la manière dont ces refoulements se font, on laisse, si vous voulez, aux policiers des frontières le libre soin de faire le tri. Ce quoi ils ne sont pas habilités.
Monsieur l'ambassadeur, on a l'impression que depuis justement le 10 mai 1981, l'Algérie et la France vivent, disons, une certaine lune de miel. Alors je voudrais vous demander si les dernières décisions sur le refoulement de vos concitoyens en Algérie remettent en cause les bonnes relations instaurées entre Paris et Alger. Il risque de le mettre en cause. Il risque de le mettre en cause parce que pour nous c'est un problème très grave, parce qu'il s'agit de problèmes de dignité d'homme. Et devant ce problème-là, vous savez, les Algériens ne marchandent pas. Quels que soient les autres avantages, réciproques d'ailleurs, peuvent s'arrêter devant une perpétuation de cet état de fait. Il pourrait remettre en cause la coopération économique entre les deux pays. Absolument. Et de quelle manière précise, s'il vous plaît? Les contrats de gaz, par exemple? Tout peut être remis en cause. Vous savez, les contrats de gaz sont bénéfiques pour les deux parties. Il n'y a pas que le gaz. Il y a la mise en valeur de l'immense territoire algérien, la construction de routes, de chemins de fer, de logements. Dans cet équipement d'Algérie, l'industrie française est en train de se tailler un certain nombre de contrats. 4 milliards pour le seul métro d'Alger. En fait, contrairement à ce que suggérait l'ambassadeur d'Algérie, la coopération franco-algérienne ne semble pas compromise. Au contraire, c'est plutôt un renouveau de cette coopération qu'on assiste actuellement. Mais traditionnellement, les relations franco-algériennes sont toujours un peu passionnelles. En témoigne la récente crispation des Algériens lorsqu'ils ont appris qu'il y aurait des manœuvres communes franco-marocaines. Quoi qu'il en soit, le président Chadli ne restera que quelques heures à Paris. La visite officielle d'un président algérien en France, ce sera pour plus tard. Le chiffre du jour entérine l'accélération de la hausse des prix en France en novembre. Les prix à la consommation ont augmenté de 1% le mois dernier, le premier mois de la sortie encadrée du blocage. Ce chiffre se rapproche des hausses enregistrées au début de l'année, avant la période de blocage des prix, et s'explique bien sûr par les hausses qui ont suivi la sortie du blocage. Pour le ministère de l'économie et des finances, cet indice provisoire de l'INSEE est cohérent avec l'objectif qui, je vous le rappelle, est de limiter à moins de 10% l'évolution des prix pour 82. Sur les 12 derniers mois, le rythme de l'augmentation est en effet de 9,4%. Notons en passant que pour l'ensemble des pays occidentaux, l'inflation est tombée à son plus bas niveau depuis 1973, avec un taux annuel de 7,2%. Un autre chiffre, celui du nombre de chômeurs indemnisés en France en novembre, un peu plus d'1 600 000 personnes, c'est le chiffre provisoire de l'UNEDIC, 4% de plus qu'en octobre. Après la démonstration de force des patrons hier à Villepinte et après les propositions du président du CNPF pour enrayer le chômage, le gouvernement réagit. Le ministre de l'économie et des finances, Jacques Delors, suggère l'idée d'un contrat nation-entreprise à notre confrère Le Monde. Monsieur Delors a déjeuné aujourd'hui avec monsieur Gattaz en compagnie du ministre de l'Emploi, Jean Le Garec, qui doit la semaine prochaine recevoir les dirigeants du CNPF. En ce qui concerne l'emploi des jeunes et l'assouplissement des règles d'embauche et de licenciement proposées par le patronat, Jean Le Garec précise à Laurence Graffin sa position. Il y a des propositions précises concernant l'emploi des jeunes et il y a des outils à disposition de cette action. Stage, contrat emploi-formation, etc. On va discuter de tout cela. Il y a ensuite des propositions plus générales à laquelle seul le Premier ministre peut répondre. Je pense qu'effectivement, il est tout à fait normal qu'on assure une protection aux salariés, mais que cette protection aux salariés soit aussi dans une situation permettant une souplesse de développement de l'entreprise. C'est de cela dont on doit discuter, mais ce problème concerne plus particulièrement l'ensemble du gouvernement. Moi, je reste sur le terrain de mes responsabilités. Vous pensez qu'il est possible d'assouplir la législation sur le licenciement et les contrats à durée déterminée? Je pense que personne ne demande de revenir sur des lois existantes, et pas plus M. Gattaz que quiconque. Mais dans certaines situations, l'hypothèse qui permette d'avoir des souplesses d'embauche, par exemple avec des contrats emploi-formation, peut, me semble-t-il, correspondre au souci de M. Gattaz, à la priorité du gouvernement et au souci tout à fait normal d'une protection des salariés. Conseil des ministres, ce matin, le gouvernement a entériné le règlement définitif du budget 81 qui révèle un déficit inférieur aux 3% du produit intérieur brut, comme s'y était engagé le gouvernement, 2,6% exactement. Autre dossier étudié ce matin, les mesures en faveur de la petite enfance proposées par le secrétaire d'État à la famille, Madame Georgina Dufoy. Parmi les mesures qu'elle propose pour changer la vie des moins de 6 ans,
Une plus grande ouverture des crèches, un label de sécurité pour les tout-petits sur les objets usuels, l'adaptation des transports en commun et des normes du logement, l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants. Les crèches et les maternelles doivent faire l'objet d'un effort financier accru. En effet, les parents sont de plus en plus nombreux à vouloir scolariser leurs enfants dès l'âge de 2 ans. D'une école à l'autre, la situation s'y prête plus ou moins bien. L'enquête de Lorraine Cusin. Une façade immuable depuis 1920, la maternelle de la rue Vic d'Azir dans le 10e. Des dizaines de marches escaladées et descendues 12 fois par jour par des bambins de 3 ans. Chaque jour, plus d'1 heure en tout passée dans des escaliers et des couloirs ternes et mal éclairés. Le préau, les repas, la récréation, pipi, au rez-de-chaussée, les classes dans les étages. Un cadre qui ne permet guère d'atténuer la fatigue et l'agressivité naturelle des tout-petits. Dans cette classe, les enfants ont 3 ans ou presque. 20 autres plus jeunes sont en liste d'attente, faute de place bien sûr, mais même s'il y en avait, la directrice refuserait de les scolariser. Il n'est pas envisageable d'accueillir des enfants de 2 ans. Premièrement parce qu'ils ne pourraient pas monter cet étage qui en fait pratiquement 2. Et il y a surtout un calme nécessaire à l'enfant de 2 ans qu'on ne peut pas trouver dans notre école avec d'une part toutes ces résonances et toutes ces allées-venues permanentes. À 11h30, parents et enfants passent parmi les tables du repas qu'on a dû recouvrir d'un plastique. Faute de réfectoire, les enfants mangent dans le préau, non insonorisé, et on a mis des armoires pour isoler le coin repas de l'entrée des toilettes. En 14 ans, la directrice a vu 4 devis pour un réfectoire en sous-sol, mais la municipalité n'a encore rien entrepris. Même problème pour la sieste. Par manque de dortoir, il faut installer 20 lits dans les 25 mètres carrés utilisables de la classe. Et dans ce quartier déshérité, nombre d'enfants vivent déjà entassés dans des endroits très exigus. Rien à voir avec cette maternelle de la rue du Surmelin dans le 20e. Espace, architecture, aménagement des locaux, tout est à l'échelle des petits. Une grande cour de récréation, mais aussi l'aménagement intérieur. Coin repos dans le couloir. Couleur vive dans la classe, nous sommes dans la salle des tout-petits. Ici, 22 des 60 enfants de petite section ont entre 2 et 3 ans et on les sent moins nerveux que dans l'autre école. Une ambiance qui favorise les premiers apprentissages. À leur âge, surtout celui du langage, pour les enseignants, c'est incontestable. Très rapidement, l'enfant s'intègre dans le groupe et n'a plus peur du groupe, si bien qu'il s'exprime beaucoup plus facilement avec les autres et avec l'adulte. Les premières semaines, l'enfant essaye de communiquer par des gestes, par des mimiques, puis arrivent quelques mots, un mot, des mots et enfin des phrases. Il y en a plus pour le Dans la classe, une dizaine d'ateliers dans lesquels les enfants vont et viennent. Bien sûr, toutes les maternelles ont de tels ateliers, mais ici en plus il y a la place qui correspond aux besoins de mouvement du très jeune enfant. Et puis la qualité de la vie scolaire, ce n'est pas seulement dans la classe. Il est des endroits où l'on passe beaucoup de temps à 2 ans. Quant au repas dans cette école, on le prendra dans un véritable petit restaurant scolaire. Bref, des conditions idéales, enfin presque, puisqu'en maternelle on est 30 par classe. Les enseignants souhaitent une réduction. On pourrait s'occuper du rythme de chacun d'entre eux. Et s'occuper du rythme de 30, ça n'est pas évident. Et c'est une classe qui est très difficile à faire. Des enfants de 2 ans ont des besoins supérieurs à ceux de 6-7 ans. Et il me semble que si l'effectif était moins important, ce serait beaucoup plus facile. La maternelle, c'est le début de 15 ans ou moins de vie scolaire. Autant prendre un bon départ. C'est demain que le Conseil national du crédit va fixer les normes du crédit pour 83. Il se confirme que les prêts personnels accordés par les banques seront plus difficiles à obtenir. L'enveloppe de ces prêts en 83 sera plafonnée à son niveau de 82. Le gouvernement veut inciter les banques à investir dans l'industrie, quitte à moins financer la consommation.
Un mot de politique à l'Assemblée nationale. Après l'arrêt du Conseil constitutionnel, les députés viennent de voter le texte qui prévoit l'élection au suffrage universel et à la proportionnelle des conseils régionaux dans les départements d'outre-mer. La préparation des municipales continue de poser problème au sein de la majorité. Après le constat de désaccord enregistré hier soir par le groupe de travail commun PSPC, le comité directeur du Parti socialiste réuni aujourd'hui n'a toujours pas tranché le cas des villes dans lesquelles il y aura des primaires avec le Parti communiste. La discussion doit se prolonger ce soir. Le groupe de travail commun aux deux partis doit se réunir à nouveau demain matin. L'Élysée a publié aujourd'hui le bulletin de santé semestriel du président Mitterrand, le 4e depuis son arrivée au pouvoir. Résultats normaux, identiques aux précédents, après examen clinique général, indique ce communiqué. Monsieur Mitterrand et son épouse ont fêté Noël cet après-midi avec 500 enfants venus de différentes régions de France. La salle des fêtes de l'Élysée était ornée de l'arbre traditionnel. Et les jeunes invités du chef de l'État, dont une classe d'enfants handicapés, ont eu droit à un spectacle et bien sûr à des jouets. Aux États-Unis, l'opinion est à nouveau suspendue à l'état de santé de l'homme au cœur artificiel. Hier après-midi, ces médecins déclaraient qu'il allait un peu mieux. Hier soir, une défaillance du cœur artificiel les obligeait à réopérer d'urgence cet homme de 61 ans dont l'état physique général est encore aggravé par une pneumonie. L'état de Barney Clark reste ce soir préoccupant. De Washington, Édouard Laure. Des spécialistes plus que réservés sur l'état de santé de Barney Clark qui a repris conscience après une nouvelle opération de 4 heures, mais dont on laisse entendre que la moindre complication peut être fatale. Déjà la semaine dernière, les médecins avaient dû intervenir pour régler un problème sur des alvéoles pulmonaires. Hier, on lui trouvait une pneumonie au poumon gauche et une défaillance dans l'appareil lui-même, le cœur artificiel, la rupture d'une valve. Barney Clark, 61 ans, qui d'après ses propres médecins avait complètement perdu le moral la semaine dernière, semble depuis ce matin remonter la pente. Cela dit, au-delà des problèmes médicaux que pose l'homme et son âge, on commence sérieusement à se demander si l'expérience n'a pas été tentée un peu vite. La défaillance technique qui a nécessité cette nouvelle intervention d'hier s'est déjà produite sans que l'on sache pourquoi lors des expériences sur les animaux. Un peu vite aussi, car si l'on espère beaucoup des progrès techniques, il est peut-être vrai qu'à l'heure actuelle, cette expérience n'est pas viable sur un être humain, un cobaye dont on imagine mal qu'il puisse survivre à une nouvelle défaillance. Épilogue judiciaire pour l'affaire Tanaz. Le juge d'instruction a décidé de clore le dossier aujourd'hui par une ordonnance de non-lieu. Le dossier avait été ouvert il y a plus de 6 mois, vous vous en souvenez, à la suite de la disparition de l'écrivain d'origine roumaine, Virgil Tanaz, qui avait en fait été mis en lieu sûr par le contre-espionnage français. Au terme de son enquête, le juge d'instruction paraît cependant convaincu de la réalité des menaces qui pesaient sur Virgil Tanaz et sur un autre écrivain roumain, Paul Goma. Le procès des geôliers du baron Empin suit son cours avec aujourd'hui les plaidoiries de la défense qui se poursuivront demain. Le ski français est à nouveau à l'honneur grâce aux dames. 4 Françaises dans les 5 premières places d'une descente comptant pour la Coupe du Monde. On n'avait pas vu cela depuis la grande époque des sœurs Guacel, d'Isabelle Mir et d'Annie Famoso. Aujourd'hui, à San Sicario en Italie, c'est Caroline Attia qui l'a remporté devant Claudine Emonet. Des noms qui, espérons-le, vont devenir familiers. Roger Zabel. Cette skieuse de 22 ans, partie en 29e position, subissait il y a moins d'un an plusieurs opérations des ligaments du genou. Du haut de ses 1,50 m, Caroline Attia est devenue cet après-midi la miraculée du ski. Et qui pourrait croire que cette Parisienne qui descend à plus de 130 km/h parle couramment le russe et qu'elle est actuellement en 4e année de sciences économiques. Elle gagne cette 2e descente de la saison en tombe d'émotion, plus de peur que de mal. Avec le dossard 28, Claudine Emonet. Elle n'a pas 20 ans et après avoir été reçue au baccalauréat, elle prépare actuellement un BTS de publicité. Ce qui prouve bien qu'en équipe de France féminine, le soir après les courses, on travaille. Cela n'empêche pas Claudine Emonet de prendre la 2e place, sa meilleure performance jusqu'à ce jour.
La troisième est une Allemande, Heidi Wiesler. Elle va créer elle aussi la surprise, mais il faut quand même savoir que les 5 premières au classement de cette descente sont parties en deuxième série alors que le brouillard venait de se lever à San Sicario. Les skieuses de la première série ayant été handicapées par une très mauvaise visibilité. Les 20 premières partantes ont d'ailleurs posé une réclamation, mais le jury de la course a maintenu le classement. Alors Cocorico, d'accord, mais Cocorico pianissimo. Du football ce soir avec un match en retard du championnat de France. Saint-Étienne reçoit Nantes, le champion d'automne, au stade Geoffroy-Guichard. Un match qui a son importance au moment où Saint-Étienne s'efforce de sortir de la crise. La rencontre doit commencer dans quelques minutes. Alors quelle est l'ambiance dans les tribunes et dans les vestiaires, Thierry Roland ? Le match de ce soir est capital pour les deux équipes en présence. Saint-Étienne, quelques jours après l'échéance de la crise qui a secoué le club, et Nantes, sacré champion d'automne dimanche dernier. Si Saint-Étienne triomphe de Nantes après avoir battu Bordeaux dimanche dernier, les Verts se retrouveront en 8e position, à 3 points du 4e qualifié pour une coupe européenne, le Paris Saint-Germain. Ce qui serait très encourageant à l'amorce de la deuxième partie de la saison. Si au contraire Nantes l'emporte, les Canaries compteront 4 points d'avance sur le deuxième Bordeaux, plus une meilleure différence de but. C'est dire qu'ils seront pratiquement assurés de remporter le titre de champion de France. Ce match, Saint-Étienne-Nantes, c'est un classique du football français. Et assez curieusement, les footballeurs nantais n'ont pratiquement jamais gagné à Saint-Étienne. Robert Herbin et ses hommes espèrent qu'il en sera de même ce soir. Mais je pense sincèrement que, conscients de l'enjeu, les Nantais, en plein boom cette saison et aussi en pleine réussite, vont tout faire pour au moins ne pas perdre. Un match capital donc, dont vous pourrez voir les principaux extraits dans notre dernier journal, ce soir vers 23h05. Il y aura un quartet demain à Vincennes, les pronostics de Pierrette Bresse, le 20, le 14, le 3, le 7, le 8, le 4, le 17 et le 2. Quelques images encore du tremblement de terre qui a ravagé toute une partie du petit pays du Yémen du Nord, au sud de la péninsule arabique. Le bilan s'élève maintenant à plus de 2000 morts et 1200 blessés. Le Secours populaire français fait appel à votre générosité pour aider la population en matériel et en médicaments. Vous pouvez adresser vos dons, vous le voyez, au Secours populaire, 9 rue Froissart, dans le 3e arrondissement à Paris. Rien de commun, heureusement, avec la situation en France, dans le sud-ouest, où pourtant les inondations menacent de s'aggraver. Alain Gillot-Pétré. En effet, Christine, sur les images que vous allez voir dans quelques instants, la Charente et la Dordogne montent encore si la Garonne est quant à elle stabilisée. La décrue est même amorcée par endroits, mais ce n'est que provisoire, vous avez raison. Il reste cependant, vous le voyez, de nombreux villages isolés par les eaux. Le ravitaillement se fait par bateau, notamment dans la région de la Réole, en Gironde. La nationale 113 est toujours coupée à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, et des soldats du génie ont procédé à l'évacuation de nombreuses têtes de bétail. Ce qu'il faut craindre maintenant, ce sont les pluies à venir demain et surtout la fonte nivale. Comme il fait très chaud, la neige fond et cela, dans les jours à venir, joint aux précipitations, peut donner une augmentation des inondations. Seulement, quelle chaleur! Il faudrait du froid, mais il fait trop chaud. Et il fait trop chaud, on est à 2 doigts d'un record de chaleur. Par exemple, à Paris, il n'avait jamais fait aussi chaud depuis 1953. Cela fait 29 ans, il faisait 13 degrés 2. Pourquoi? Eh bien, regardez la photo satellite, c'est à cause de cette dépression que je vous ai entouré. Tout ceci, n'est-ce pas, c'est la limite des nuages. Ceux-là, on les voit moins, ils sont un peu dans la nuit, mais tout ça, ce sont des nuages, et la France était complètement dedans. Il y avait simplement un petit bout de la Corse qui n'avait pas de nuages. C'est de l'air qui vient de l'ouest, extrêmement doux, avec cette dépression ici qui fait 960 millibars pour ceux que cela intéresse. La carte maintenant, pour demain, elle est très simple, comme vous le constatez. Ce sont des nuages partout, avec de la pluie partout, du vent encore assez fort sur les côtes de la Manche, du vent d'ouest, ce qui pourrait donner quand même, dans l'après-midi de demain, quelques éclaircies sur la Manche, quelques très brèves éclaircies, mais dans l'ensemble, c'est toujours un temps extrêmement nuageux avec beaucoup de pluie.
Les températures, quant à elles, sont stationnaires par rapport à aujourd'hui et très agréables. Le minimum, c'est 11 degrés. Et oui, 11 degrés au nord-est et au nord. Le maximum, c'est 15 degrés à Biarritz et Bastia. Mais vous voyez qu'il y a très peu de différence entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et très peu de différence également entre les températures minimales et les températures maximales. C'est quasiment la même température toute la journée pendant les 24 heures. Demain, jeudi 16 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h40, couché 16h52. Et pour terminer cet agenda, la Sainte-Alice. Quelle merveille. Alors Alain, vous êtes sûrement un romantique. Alors un sondage pour vous dans Paris Match, les 10 couples de l'année. En tête, le couple Valéza. Ensuite, Véronique Jeannot et Didier Pironi, l'actrice et le coureur automobile. En troisième place seulement, Diana et Charles d'Angleterre. Et puis, un sondage moins drôle sur une idée de VSD et d'Europe 1. Les Français rient de moins en moins. C'est ce qu'avouent 50% d'entre eux. Leur sujet de plaisanterie favori, les Belges d'abord, pardon pour nos voisins, les hommes politiques et puis bien sûr les femmes. À 23h15, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonne soirée.